L'information, le sport, les émissions phares de la radio, toute l'actualité du Couserans sur radiocouserans.com. L'info locale, Jean-Louis Péguillon. Seconde partie de notre journal, nous entendrons donc la deuxième partie de l'entretien que nous a donné Michel Bonnemaison, directeur général de Variscan Mines. Alors je vous disais tout à l'heure en préambule qu'effectivement ce PR avait déclenché pas mal de réactions et de passion sur le Couserans. C'est une terre de passion, vous savez, le Couserans. Alors il y a des gens qui sont contre, c'est bien sûr leur droit, bien entendu, mais il y a aussi beaucoup de gens qui sont pour. Vous l'avez vu le soir de la réunion, il y a une association qui s'est créée, qui se bat bec et ongle pour faire avancer ce projet, et puis il y a aussi des élus. Alors certes, tous les élus ne se battent pas pour, certains attendent encore de voir, mais je pense notamment que le député Alain Fauré s'est pas mal battu et qu'il continue de le faire. Alors, pour vous, c'est quand même quelque chose d'important d'avoir les décideurs à côté de vous. C'est extrêmement important. Aujourd'hui, une mine ne s'impose pas à une population et ne s'impose pas à un territoire. Une mine doit réellement s'insérer dans un territoire. Et l'opinion des élus, l'opinion de tous les administrés est essentielle. Donc c'est un petit peu cet argument que l'on essaye de défendre sur la mine au XXIe siècle. Bon, c'est pas quelque chose qui va venir, extraire et repartir dans l'opacité. Nous visons considérer la mine comme la première marche de l'installation d'une filière industrielle avec un avenir. D'ailleurs, en même temps que ce projet, très tôt, nous allons examiner la possibilité de traiter le métal sur place pour éviter de faire comme dans le passé, c'est-à-dire de l'exporter et finalement de générer les valeurs ajoutées hors de nos frontières. Alors justement, à partir de là, les Couserannais entendent effectivement qu'il y a un projet, une possibilité, mais tous n'en saisissent pas le bien fondé ou ce qui pourrait être. Alors exactement, ça va se passer comment ? D'ailleurs, il y a ce PER qui va être mis en place, qui devrait être mis en place. Ça devrait durer 4-5 ans à peu près, c'est ça ? C'est ce que vous avez dit lors de la conférence de presse. Tout à fait. Et ensuite ? Alors ensuite... Plus concrètement sur le terrain. Alors plus concrètement sur le terrain. Lorsque ces études vont se réaliser, nous examinerons simultanément au niveau économique 2 fois. La mine en elle-même, plus l'unité de traitement qui peut y être adossée. Il est évident que le schéma de la mine en soi dépendra de savoir ou non si une usine de traitement existe en même temps. Il est possible, si on conçoit une usine, que le concentré produit n'ait pas la même nature qu'un concentré commercial qui serait envoyé vers d'autres usines. Bon, donc il est vital de connaître tous ces paramètres. Il est également vital de connaître très tôt tout ce qui va être impact environnemental et sociétal de cette exploitation. Par le passé, vous savez, on mettait les déchets devant la porte quelque part et il en reste des résidus bien visibles de l'ancienne exploitation. Une exploitation moderne ne regarderait pas du tout cette facette-là de la même façon. Donc la nature des rejets, la nature dont on va travailler dépend d'une vision globale et il faudra à peu près 3 à 5 ans pour établir cette vision globale. Est-ce qu'on va exploiter sur 20 ans, sur 30, sur 50 ? On ne construit pas les mêmes installations, on ne prévoit pas le même capital investi initialement dans ces cas-là. Donc cette vision de mine responsable qui est promue maintenant, disons au niveau du gouvernement, est d'intégrer très tôt la vision de l'exploitation. Que sera l'après-mine ? Quand interviendra-t-il ? Tout ça, c'est des questions qu'il faut savoir dès le début. D'où un programme ambitieux de 25 millions pour l'établir. Est-ce qu'aujourd'hui, vous connaissez les réserves en tant que telles ? Alors, je ne sais pas comment on le chiffre, c'est pas en tonnes, c'est en quoi ? C'est en tonnes, un chiffre centaine. Est-ce que vous avez déjà une première appréciation ? Est-ce que vous avez une certaine vue déjà ? Totalement. C'est ce qui a justifié d'ailleurs l'investissement des 25 millions. Il n'y aurait pas eu d'actionnaires pour investir si nous n'avions pas annoncé des chiffres crédibles, c'est-à-dire examinés sur des calculs solides. Les ressources qui ont été estimées sur le gisement, c'est-à-dire ce qui est connu du gisement, sont de l'ordre de 50 000 tonnes. En termes de potentiel géologique, ce que l'on a appris sur l'extérieur du gisement nous montre qu'on est sur quelque chose d'exceptionnel au niveau mondial. On pourrait imaginer facilement par la géologie 300 000 tonnes. Donc, ça fait beaucoup. C'est très gros, ce serait la plus grosse mine du monde. L'autre avantage, c'est la teneur. Les teneurs sur le gisement de Salau sont exceptionnelles.
À l'époque, c'était déjà les plus riches de la planète et les calculs confirment que ces teneurs sont très riches. Si l'on devait établir un modèle aujourd'hui, on l'établira beaucoup plus précisément avec les calculs, mais les premières indications donnent des teneurs moyennes de minerais de l'ordre de 0,8%. Les mines qui sont connues en Europe, qui produisent aujourd'hui, produisent autour de 0,3%. Donc on voit bien qu'on est déjà entre 2 et 3 fois la teneur qui est exploitée par ailleurs, ce qui est un critère, je dirais, de sécurité économique. Qui plus est, ce gisement contient de l'or, qui avait été mal estimé par le passé et qui serait une recette supplémentaire sur ça peut être exploité aussi. Qui sera exploité conjointement, bien sûr. Alors on sait qu'à l'époque, les mines d'Anglade donc exploitées avaient fermé parce qu'il y avait eu du dumping sur les prix chinois, effectivement, une production chinoise énorme. Est-ce qu'aujourd'hui l'actualité est la même? Est-ce qu'il y a autant de quantités de minerais chinois sur le marché? Et quelle est l'importance finalement du tungstène? Est-ce qu'il a la même importance qu'avant? Par du minerai, bien sûr. Sur les deux questions, c'est le point qui préoccupe l'Europe, justement, sur le tungstène. Alors oui, la Chine a gagné à l'époque, puisque son dumping a fait fermer pratiquement toutes les mines de la planète. Sauf quelques-unes qui ont su résister, comme chez nous en Autriche, pour des raisons qu'on pourrait évoquer. Mais qui a ouvert en même temps à l'époque que la mine de Salo, mais qui, elle, continue son activité aujourd'hui. La Chine ayant tué toutes les mines, ils se sont retrouvés quasiment en situation de monopole. Alors aujourd'hui, les pays ont réagi, mais il se trouve que la Chine produit encore en ce moment 85% de la production mondiale. Bon, donc c'est quand même beaucoup. Les demandes en Europe en France sont de l'ordre de 8000 tonnes par an. Et l'Europe a 4 mines en production, à peu près maintenant, chacune autour de 600 tonnes par an. Donc on produit à peu près 2400 tonnes, on en a besoin de 10 à 12 000 au niveau européen. Donc il nous en manque. Il nous en manque énormément. Et on en a de plus en plus besoin. Voilà. On en a de plus en plus besoin parce que c'est un métal qui est non substituable. C'est pour ça qu'il est stratégique, et dans ce cas précis, il est à la fois stratégique et critique. C'est la seule substance connue de l'univers, donc qui fonde à 3400 et quelques degrés. Donc on est bien au-delà du point de fusion des céramiques, même réfractaires. Bon. Donc on n'a pas d'autre. Par exemple, une récente utilisation vient d'être signalée dans le monde scientifique, c'est que le réacteur ITER de fusion ne pourra fonctionner que s'il est construit en tungstène. On a essayé d'autres usages. Donc on voit que c'est une substance qui va être de plus en plus demandée, qui est indispensable dans tout ce qui est aérospatial, qui est indispensable dans l'industrie de l'armement, elle est importante en France, également dans tout ce qui est machine-outils, électronique. Mais c'est ce qui a l'air de gêner les opposants un peu, que le tungstène intervienne dans la fabrication des armes. Alors c'est philosophique parce qu'on peut, débattre pendant des mois et des mois. Quoi, bon, il n'en demeure pas moins que l'industrie, je dirais, de fabrication militaire est importante en France, ça fait vivre beaucoup de monde. Bon, alors maintenant, la philosophie, faut-il fabriquer des armes ou pas? Peut-être qu'une actualité récente nous montre que malheureusement, et on peut que le déplorer, la fabrication d'armes risque de perdurer. Alors Michel Bonnemaison, et ce sera la conclusion aujourd'hui, devant ces difficultés, devant l'état d'esprit des couseranais, de certains couseranais, dans quel état, vous êtes comment? Vous êtes toujours puncher, vous avez envie d'avancer, de porter ce projet au bout? Ah oui, bien entendu. Bon, il faut voir que c'est une ressource, une richesse qui est de catégorie mondiale et qui a la chance d'être chez nous en Ariège. Bon, et qui pourrait fournir de nombreux emplois, plus le redéploiement d'une industrie qui est indispensable au niveau européen et bien sûr national. Bon. Donc ça mérite que l'on s'implique à ce niveau-là. Oui, je resterai enthousiaste sur ce projet et je continuerai à le défendre jusqu'au bout. Je vous remercie d'avoir bien voulu nous accorder ces quelques moments pour informer effectivement nos auditeurs. Ils en sauront un petit peu plus, savoir où on en est, et puis ils sauront surtout que vous ne baissez pas les bras, et c'est ça le plus important. Merci beaucoup. Je vous en prie. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous les reportages de nos journaux sur notre site internet www.radiocouseran.com.